L'État hébreu a réussi à transformer le Negev, un désert aride et stérile, en un oasis verdoyant très propice à l'agriculture. C'est l'un des rares endroits au monde qui a réussi à inverser la désertification, à tel point qu'Israël exporte plus de 2 milliards de dollars de produits agricoles. On parle surtout de légumes et de fruits. Comment Israël a réussi à transformer le désert en verger? Comment le pays a-t-il surmonté la pénurie d'eau? Ce n'est plus un secret pour personne, l'eau devient une denrée rare. On ne parle pas uniquement d'eau potable, mais aussi d'eau industrielle, domestique et agricole. La consommation d'eau actuelle n'est pas viable sur le long terme. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous utilisons de plus en plus d'eau. Nos industries lourdes, le textile, l'agroalimentaire, ce sont des milliards de litres d'eau qui s'évaporent tous les jours. Pour produire 1 kg de viande, on a besoin de 17 fois plus d'eau que pour 1 kg de maïs. Dans les décennies à venir, plus de 20% de la population mondiale, soit 1,5 milliard de personnes, sera directement frappée par les pénuries d'eau. C'est notamment le cas d'Israël, mais aussi celui de la France. Cette dernière importe 78 milliards de mètres cubes d'eau par an, ce qui la classe en 7e position des plus gros importateurs d'eau au monde. C'est donc l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire mondial qui serait menacé. Car oui, le premier poste de dépense de l'eau, c'est l'agriculture qui utilise 92% de l'eau consommée annuellement. 27% pour les céréales, 22% pour la production de viande et 7% pour les produits laitiers. Et pour une fois, ce ne sera pas uniquement le tiers-monde qui sera concerné. Même des départements français sont touchés. Les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Drôme et tant d'autres. Alors, existe-t-il des solutions ? Vous vous en doutez bien, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Le désert couvre pas moins de 60% du territoire israélien. La croissance économique israélienne a favorisé le développement de son agriculture et vice-versa. L'État hébreu est un gros exportateur agroalimentaire grâce à des réserves hydriques importantes. Des ressources auxquelles l'État hébreu n'a pas toujours eu accès. Les artères d'Israël. À la fin des années 1920, quand ce territoire était encore sous protectorat britannique, de nombreux analystes pensaient qu'une immigration massive de juifs n'était pas viable car la pression hydrique serait trop importante et non soutenable. Selon les calculs de l'époque, pas plus de 2 millions de personnes ne pourraient s'y installer. Aujourd'hui, la population combinée de l'État hébreu et des territoires palestiniens est de 14 millions d'habitants. Du coup, l'accès à l'eau est devenu une priorité pour les dirigeants de l'État sioniste. Or, la Judée-Samarie et le Negev sont des régions quasiment désertiques. Les sources d'eau se trouvent au nord et à l'est d'Israël, le lac de Tibériade et le Jourdain, alors que les migrants juifs s'installaient surtout à Tel Aviv, sur les côtes méditerranéennes. Afin d'y remédier, un ingénieur hydraulique, Simcha Blas, d'origine polonaise, fut chargé de concevoir un plan d'approvisionnement en eau. C'est plus facile à dire qu'à faire. Simcha Blas élabora un plan en 3 phases. La première phase, l'extraction de l'eau en forant les sous-sols. L'ingénieur était convaincu qu'il regorgeait d'aquifères. Mais même en cas de succès, une telle opération ne suffirait pas à sécuriser l'approvisionnement en eau du pays entier. Il fallait aussi pouvoir transporter l'eau de sa source vers les zones d'habitation. Les 2 phases suivantes se sont donc concentrées sur cette problématique. La deuxième consistait à pomper l'eau du Jourdain, le fleuve le plus important de la région, de façon à rediriger une partie du flux jusqu'au désert du Negev. Cependant, la troisième phase était la plus ambitieuse, la construction de l'aqueduc national d'Israël. Une infrastructure longue de plus de 100 km pour transporter l'eau du nord du pays, notamment de la mer de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade. C'est le plus grand lac d'eau douce du pays. Le lac de Tibériade est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles Israël a annexé le plateau du Golan, qu'il dispute à la Syrie depuis sa victoire dans la guerre des 6 jours en 67. Non seulement ce plateau offre une position stratégique très avantageuse à son occupant, mais en plus, on y trouve plusieurs des sources du lac de Tibériade ainsi que du fleuve du Jourdain et du Yarmouk, dont les Israéliens contrôlent respectivement 90 et 20%. La mise en œuvre du plan de Simcha Blas était urgente. Le 14 mai 48, jour de la déclaration d'indépendance d'Israël, la population était de 806 000 habitants. Rien qu'au cours des 3 années suivantes, près de 700 000 juifs ont émigré en Israël, l'immense majorité venant d'Europe. Les besoins hydriques ont bondi et le réseau avait beaucoup de mal à faire face à la demande. Sauf qu'à l'époque, le pays n'était pas aussi riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Or, le plan de Simcha Blas était très coûteux. Sans compter que le gros des ressources financières disponibles ont été consacrées à la sécurité et à la défense du pays et de sa population. C'est alors que David Ben Gourion, alors Premier ministre d'Israël, a pris l'une des décisions les plus controversées de l'histoire contemporaine de l'État hébreu.
Au début des années 50, Ben Gourion signa un accord de réparation avec la République fédérale d'Allemagne de Konrad Adenauer. Un accord qui portait sur une indemnisation de 3 milliards de marks que percevrait l'État d'Israël de la RFA en compensation des crimes nazis sous le Troisième Reich. Une décision très impopulaire. Aucune somme d'argent ne suffirait à effacer la douleur, le traumatisme et les atrocités qui ont été commises par l'Allemagne nazie. Ce marchandage était en quelque sorte humiliant et réducteur. S'ensuivirent des émeutes violentes jusqu'à ce que ne fût approuvé l'accord par la Knesset, le parlement israélien, avec seules 2 voix d'écart avec le camp adverse. Les fonds furent alors débloqués, permettant ainsi à l'État israélien de débuter l'ouvrage en 1955 sans manquer de mettre le pays sans dessus-dessous. L'enjeu sécuritaire a nécessité que l'aqueduc national soit construit en sous-sol pour résister à toute attaque. Le chantier mobilisa des milliers d'Israéliens. Si l'on compare cet ouvrage à celui du canal de Panama, ce chantier a représenté un coût plus important per capita. L'aqueduc ne fut achevé qu'en 1964, garantissant enfin la sécurité hydrique du pays. Clairement, sans cet aqueduc, Israël n'aurait jamais connu la prospérité actuelle. Mais à présent, le pays compte plus de 9 millions d'habitants. Les besoins en eau sont plus importants et l'aqueduc peine à alimenter tout le réseau. Israël a soif. Depuis les années 2000, la problématique de l'eau revient sur le devant de la scène. C'est en 2006 qu'a été créée l'autorité israélienne de l'eau. Or, en 2008, l'agence a déterminé que pour assurer la viabilité du réseau d'approvisionnement, il fallait que tout le monde pète sa poche. Qui plus est, coût réel. Car oui, jusqu'alors, l'eau était subventionnée par l'État. Les gens savent que l'eau est un trésor, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent la payer. Ils observent la pluie et pensent que l'eau est gratuite. Et ils ont raison, cette eau est gratuite. Mais une eau sûre, fiable et toujours disponible n'est pas gratuite et ne peut pas l'être. La construction d'une infrastructure n'est pas gratuite. Représentant de l'autorité israélienne de l'eau. Cette mesure avait 2 objectifs très clairs. D'une part, inciter les Israéliens à économiser l'eau. Normal, plus elle coûte cher, plus tu réfléchis à son usage. D'autre part, elle permet de dégager plus de revenus pour entretenir les infrastructures existantes et en bâtir de nouvelles. Et c'est pas fini. L'agence a retiré aux municipalités le contrôle de la distribution de l'eau ainsi que de la gestion des eaux usées. À la place, elle a conçu un système reposant sur 55 entreprises publiques pour gérer l'ensemble du réseau au niveau municipal. Les revenus perçus ne seraient plus alloués aux budgets municipaux, mais directement à l'amélioration du système d'acheminement et de distribution d'eau. Un exemple, dans certaines municipalités, les fuites d'eau représentent une perte de plus de 30% de l'eau y transitant. À l'échelle nationale, on tourne plutôt autour des 10%. C'est ainsi que les maires se sont retrouvés à devoir régler des factures d'eau auparavant gratuites pour arroser les parcs municipaux. Sans même devoir limiter son approvisionnement, comme certains pays le font en période de sécheresse, la consommation d'eau résidentielle a diminué d'environ 20%. Dans les parcs et les jardins, beaucoup de plantes ont été remplacées par des espèces mieux adaptées au climat aride. Pareil pour l'agriculture. L'État israélien a compris l'importance de proposer un climat favorable à la recherche et l'innovation, spécialement dans le domaine de l'eau. Pour ce faire, de nombreuses subventions furent et sont encore proposées. Cette concurrence pousse les entreprises qui se disputent ces aides financières à améliorer leurs techniques et, in fine, leurs résultats. Voici comment les Israéliens ont réussi à sécuriser leur approvisionnement en eau malgré les conditions climatiques très défavorables. Mais ils n'en sont pas restés là. C'est une chose que d'avoir juste assez d'eau pour répondre aux besoins domestiques et une autre d'en produire assez pour l'exporter. L'innovation à l'israélienne. La recherche et le développement sont l'un des points forts de la nation israélienne. On loue régulièrement le climat des affaires et l'écosystème start-up du pays. L'eau étant une priorité nationale, surtout dans l'agriculture qui représente 55% de la consommation nationale, le pays se devait d'être à la hauteur des enjeux. Les Israéliens sont parvenus à ce taux à grand coup d'innovation. Auparavant, dans les années 50 à 70, l'agriculture représentait pas moins de 75 à 85% de l'eau consommée. C'est en Israël que s'est développée l'une des principales innovations agricoles de ces dernières décennies, l'irrigation au goutte à goutte, la technique la plus durable et performante pour irriguer les terrains agricoles avec 95 à 100% d'efficacité d'utilisation de l'eau. Elle permet d'économiser plus du double de l'eau utilisée via la méthode d'inondation et utilise entre 10 et 20% d'eau en moins que la méthode par aspersion, améliorant ainsi le rendement des cultures. Ce processus a depuis été perfectionné. Non seulement les plants sont irrigués au compte-gouttes, mais on y a aussi ajouté des engrais. On appelle cette méthode la fertigation. Pareil avec la nutrigation, la dernière venue dans le domaine agricole. Dans ce cas, l'irrigation au goutte à goutte fournit aux plantes tout ce dont elles ont besoin pour pousser, de sorte que même d'énormes plantations peuvent être développées sur le sable même du désert.
Avec la nutrigation, les cultures poussent n'importe où. Le sable du désert peut être utilisé pour maintenir la plante en place et l'eau nutritive est administrée par l'irrigation goutte à goutte qui s'occupe du reste. Rafi Méoudan. On parle même d'agrotech. On place de minuscules capteurs sur les racines de certaines plantes témoins pour déterminer le meilleur moment pour l'irrigation. Et que dire des semences développées par le secteur agricole israélien? On vous parle de graines biologiques ou génétiquement modifiées qui consomment peu d'eau ou alors qui peuvent être irriguées avec de l'eau saumâtre. L'eau saumâtre, c'est une eau dont la teneur en sel est inférieure à l'eau de mer mais supérieure à l'eau douce. On la trouve en grande quantité dans les sous-sols moyen-orientaux, mais on l'avait toujours considérée inutile. Ça, c'est pour la partie laboratoire. Les Israéliens se sont aussi penchés sur la modernisation de leurs infrastructures. En plus de l'aqueduc national, l'État hébreu compte une deuxième infrastructure qui permet de distribuer les eaux usées après traitement. Pas moins de 85% de toutes les eaux usées sont réutilisées, essentiellement pour l'agriculture et les arrosages d'espaces publics. Car oui, l'eau recyclée est impropre à la consommation et présente des risques de contamination des nappes phréatiques. Et pour couronner le tout, Israël est aussi devenu l'un des leaders mondiaux dans l'industrie du dessalement. On trouve près de Tel Aviv l'une des plus grandes usines du monde, la centrale de Sorek, capable de traiter plus de 600 millions de litres d'eau par jour. Ceci dit, la désalinisation de l'eau reste chère, 50 centimes d'euros par mètre cube. Mais il y a 20 ans, c'était le double. En moyenne, le pays transforme 137 millions de mètres cubes d'eau salée en eau potable, ce qui représente 16% des réserves d'eau potable israéliennes. La dominance israélienne sur l'industrie du dessalement est mise à mal par la cité-État de Singapour, à laquelle on a déjà dédié une vidéo. Mais elle est néanmoins un atout stratégique pour favoriser la normalisation des relations diplomatiques avec les pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc. Le revers de la médaille. Mais cette prouesse ne doit pas occulter une réalité plus sombre qui ronge la société israélienne dès lors qu'on aborde certains thèmes précis comme la répartition des ressources naturelles avec leurs voisins de Gaza et de Cisjordanie. Il fallut attendre les premiers accords d'Oslo en 93 pour que l'État israélien reconnaisse le droit des Palestiniens sur l'eau en Cisjordanie. Pareil pour le traité de paix israélo-jordanien de 94 qui concéda notamment l'accès aux eaux du Jourdain à la Jordanie. En revanche, il est fort à parier que la domination israélienne sur le Jourdain et le Yarmouk ainsi que la proposition israélienne de partage trop inéquitable aux yeux de Damas éloigne les perspective d'un possible accord de paix entre Israël et la Syrie. Pour revenir au territoire palestinien, en 1995, les seconds accords d'Oslo prévoyaient un plan de partage des eaux souterraines, mais leur application semble ne pas être respectée à la lettre. Deux organisations, l'autorité palestinienne de l'eau et la commission conjointe de l'eau avec les Israéliens dans le second cas, ont été créées pour permettre aux Palestiniens d'assainir et de distribuer l'eau dans les territoires palestiniens. Sauf que leur marge de manœuvre est très limitée, ce qui met en évidence la domination israélienne sur la question de l'eau. Aujourd'hui, Israël consomme environ 2,6 milliards de mètres cubes d'eau, alors que la Palestine n'en consomme même pas 400 millions, dont 155 à Gaza. La bande de Gaza est à l'heure actuelle en déficit d'eau, car son aquifère ne se recharge que de 90 millions de mètres cubes annuellement, et l'autorité palestinienne côté cisjordanien n'a pas le droit de livrer d'eau à leurs pendants gazaouis. L'eau y est impropre à la consommation, contaminée entre autres par les engrais, les métaux lourds et les pesticides. L'aquifère de Gaza souffre aussi d'un processus de salinisation dû à la proximité avec la Méditerranée et les eaux saumâtres présentes sur le territoire israélien. D'ailleurs, une petite usine de dessalement avait été construite à Gaza, mais elle fut détruite durant la guerre de 2014. Probablement pas une cible au hasard. En Cisjordanie, la consommation d'eau est nettement inférieure à ce qu'elle était en 67 et continue de diminuer d'année en année. La surface agricole utile, qui totalise 170 000 hectares, n'est exploitée qu'à 6%. En 60, ce taux était de 27%. En Israël, c'est 45% de la surface agricole utile qui est irriguée. Le réseau palestinien n'est plus vieillissant, il est préhistorique. Il date à certains endroits de l'ère britannique. Les pertes peuvent osciller entre 40 et 60% du débit total. Et l'importation de certaines pièces de rechange tombe parfois sous le joug de sanctions israéliennes. Israël est pourtant capable des plus belles réalisations. Israël veut remplir le lac de Tibériade avec de l'eau dessalée. L'eau est de facto une arme et celui qui en contrôle l'accès a les cartes en main. Si l'État hébreu espère un jour la paix, il devra faire des concessions, surtout en matière d'accès à l'eau. On espère que cette vidéo t'a plu. Fais-nous savoir ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas, pour être en bonne santé, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Yallah.